maintenant parler d'un sujet qui concerne tout le monde dans cette salle, l'évolution ou peut-être la transformation du métier de gestionnaire de paye. Est-ce qu'on parle vraiment d'un changement de rôle, d'un élargissement peut-être des missions ou simplement d'une adaptation à un environnement plus complexe? Bref, ce qu'on vous propose ici, c'est un tour d'horizon à 3 voies sur ce métier en mutation. Et où en est-il aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles compétences attendues et surtout comment s'y préparer concrètement? Merci d'accueillir sous vos applaudissements Julia Butet, Élodie Lombardo et Clément Dutreil. Voilà. Allez, installez-vous. Bonjour à tous les trois, merci d'être là pour ce jour de paye 2025. Avant toute chose, pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter? On commence avec vous, Julia, même si on vous connaît déjà un petit peu. Alors le micro collé au menton. Merci Frédéric. Oui. Je suis un peu bavarde, je suis désolée. Ça, vous inquiétez pas, je suis là. Donc, bonjour à tous, Julia Butet. Je suis un peu stressée devant tout ce monde-là, plus à distance. Mon cœur bat un peu vite quand même. C'est bon signe. Voilà, mais lorsqu'on parle de la paye, tout va beaucoup mieux. C'est mon sujet préféré. Je suis professionnelle avec plus de 20 ans maintenant de métier, qui a fait le métier avec 360, vision 360. Actuellement, je suis responsable CRH au sein de l'association Monsieur Vincent. Association Monsieur Vincent, c'est une association à but non lucratif qui œuvre pour les personnes âgées et handicapées. Donc, à ma charge, la maintenance des outils, forcément CRH, déploiement de tous les projets CRH, voilà, mais également l'optimisation et fiabilisation de la paye. Donc, juste pour finir, je dis assez souvent que le médecin s'occupe de la santé physique et mentale des personnes, mais les gestionnaires de paye s'occupent de la santé financière et économique de nos salariés. Parfait. Merci Julia. Très bien, belle introduction. Très très bien. Clément? Donc Clément Dutreil, senior manager au sein du cabinet de conseil Conviction RH. J'interviens sur les sujets de la paye et de la gestion des temps, donc sur deux facettes, le côté métier et le côté outils. Donc côté métier, plutôt sur les audits de la fonction RH, la formalisation de livre blanc et refonte de processus, et côté outils sur l'aide au choix des solutions et l'accompagnement au déploiement des outils chez les clients. Parfait, merci beaucoup. Élodie. Bonjour à tous, Élodie Lombardo, je suis directrice d'une entité au sein du groupe Igencia Éducation qui s'occupe de la formation des salariés et des demandeurs d'emploi. Le groupe Igencia Éducation, c'est l'ex-groupe IGS, certains doivent le connaître. Nous avons 50 ans cette année et donc nous avons souhaité changer le nom de notre marque parce que nous ne faisons pas que de la formation pour les fonctions des ressources humaines, même si l'historique du groupe est basé sur ces formations-là. Donc on forme du bac, on va dire, plus 2, c'est-à-dire des gestionnaires de paye ou des assistants RH, jusqu'à des niveaux bac plus 5, voire plus. Et donc on est, entre autres, voilà, très intéressé par tout ce qui touche au métier de la paye, qui font partie essentielle des structures des ressources humaines. Et pour ma part, j'ai passé 20 ans en entreprise dans des fonctions RH, à faire du contrôle de paye aussi, donc, parce que ex-diplômée du groupe IGS, avant de passer de l'autre côté en organisme de formation. Parfait, merci beaucoup. Quelles sont, selon vous, les évolutions majeures du métier de gestionnaire de paye observées ces dernières années? En quoi le rôle diffère-t-il aujourd'hui d'avant? Je vais me lancer. Julia, excusez-moi, vraiment collé au menton. Alors, non, attendez, regardez comme ça. Donc, en fait, vu que j'ai dit que j'ai à peu près 20 ans de métier, les anciens vont se souvenir que le métier d'avant et maintenant, c'est tout à fait différent. Avant, on saisissait beaucoup. On passait nos journées à saisir les variables paye, faire les DUX, déclarations de cotisation à la main, mensuelles, trimestrielles et annuelles. On faisait les chèques pour payer ces déclarations trimestrielles, mensuelles et annuelles.
Et on recevait même les variables paye, en tout cas dans ma pratique, on recevait les variables paye par fax. Qui se souvient de ce que ça veut dire fax? Et même quand je travaillais au cabinet comptable, on recevait les variables paye par courrier. Le client, il nous appelait, bien entendu, en disant qu'on est en retard, mais on ne les a toujours pas reçus, les variables. Donc, c'était un peu compliqué. Et là, maintenant, c'est tout autre chose qu'on peut constater. On est beaucoup plus digitalisé, forcément. On a les outils CRH très performants qui s'interconnectent. Au moyen, on a des fichiers plats importés. Au mieux, c'est les API. On n'a quasiment pas de saisie. Et on passe à un métier simple, un métier de saisisseur de variables, comme on dit dans notre milieu, à un métier d'expertise. Ce qui est très important, et notre métier se transforme, il devient beaucoup plus stratégique et transversal. Et notre métier maintenant ne pardonne plus d'erreurs. Si avant on pouvait corriger tous nos données, bien entendu avec la DADS de la fin d'année, maintenant on doit corriger nos anomalies tous les 30 jours, tous les 30 jours avec les CRM qu'on reçoit. Donc, métier beaucoup plus stratégique, transversal et digital et qui pardonne beaucoup moins d'erreurs qu'avant. Parfait, merci. Clément, vous, il y a 20 ans, c'est non? Il y a 20 ans, oui, j'étais Non. au collège. La paye, ça ne me parlait pas trop. Donc fax, c'est une machine qui, à l'époque, Que j'ai connue avec mes parents, effectivement. Il y avait aussi il y avait le Telex aussi, mais alors là, fouf, Et il y avait voilà. aussi Minitel. Et le papyrus. Bon voilà, c'est fait, on a tout fait. Non, mais sur mes quelques années effectivement de conseil, j'ai quand même vu le métier de la paye se transformer en profondeur autour de plusieurs aspects. Il y a l'évolution aussi déjà technologique et l'automatisation d'un certain nombre de tâches dans le passage du mode on-premise au mode SaaS avec quand même toute le réglementaire qui est embarqué et toute la gestion aussi donc des conventions collectives. Donc il y a de plus en plus de calculs qui sont totalement automatisés, de saisies qui sont décentralisées via des portails auprès des collaborateurs. Il y a la complexité aussi réglementaire qui se rajoute aussi à tout ça et qui nécessite quand même une interprétation, une application fine des textes. Il y a l'importance stratégique aussi des données RH les gestionnaires paye sont de plus en plus sollicités aussi sur ces sujets. Par les contrôleurs de gestion, par le DAF, par la direction, puisque ce sont des données qui sont utilisées et qui ont des forts impacts sur la rémunération et l'impact de certaines décisions. Et ce qui fait qu'aussi que la fonction RH est de plus en plus stratégique et qu'elle intervient de plus en plus dans les comités de direction et que les éléments qu'elle fournit servent à des prises de décision, à des orientations stratégiques et business de l'entreprise. Donc ça a des conséquences assez importantes sur le quotidien. C'est moins de saisie et de calcul manuel et plus de contrôle et de validation des données. C'est moins d'opérations transactionnelles et plus de gestion des anomalies et de cas complexes. C'est moins de production aussi standardisée. Plus d'analyse et de reporting personnalisé aussi, puisqu'on demande souvent de créer des requêtes de plus en plus complexes à destination aussi donc des DAF et de la direction, et moins de focus interne paye, mais plus d'interaction donc avec les autres parties prenantes de l'entreprise, qui sont les contrôleurs de gestion, les DAF et aussi les collaborateurs, puisqu'on a des bulletins de paye maintenant aussi simplifiés, mais il faut savoir aussi expliquer ce que l'outil fait. Et c'est des choses je vois bien les personnes qui sortent des formations aussi font de plus en plus confiance à l'outil et ont de plus en plus de mal aussi à expliquer ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est un vrai problème puisqu'un collaborateur, il a bien de savoir pourquoi et comment est calculé son bulletin de paye. La fameuse question pourquoi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Élodie? Je rebondirai sur ce que vient de dire Clément par rapport à la compréhension quand même technique, et je pense que Yula a insisté dessus. C'est pas parce qu'en effet les outils font tout, ou en tout cas sont de plus en plus autonomes dans l'intégration des données, qu'il ne faut pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est indispensable, parce que ce rôle pédagogique qu'évoquait Clément, de pouvoir aussi être en contact avec l'ensemble des collaborateurs pour leur expliquer. Je rappelle juste qu'une paye qui ne sort pas en temps et en heure, c'est un risque de tension sociale assez fort dans l'entreprise. J'ai envie de dire même que c'est le plus gros risque. Voilà. Et je pense que Patricia en a parlé aussi sur cette dimension stratégique. Absolument. Donc, il faut vraiment que l'ensemble des gestionnaires de paye et évoluent avec bien sûr les outils qui leur facilitent, on va dire, l'intégration des données,
Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas comprendre la mécanique. En gros, il faut savoir ouvrir le capot de la voiture et comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et en plus de ça, il faut développer des compétences pédagogiques pour expliquer à l'ensemble des collaborateurs, mais parfois les DAF, la direction générale, ce qui se passe en fait au niveau de la paye, et être en capacité d'avoir aussi une vision. Quand je parle de vision, c'est cette dimension stratégique qu'évoquait Patricia, c'est que les masses salariales dans beaucoup d'entreprises ont un poids énorme sur les charges, en fait. Et lorsqu'on réfléchit à des plans stratégiques à plusieurs années, mais les directeurs généraux ont besoin de comprendre quelles vont être les variations, comment on peut jouer aussi sur ces masses salariales, est-ce qu'il y a des projets d'externalisation ou pas, etc. Donc c'est vrai que ces métiers sont des métiers d'expertise, mais avec cet impact stratégique important. Alors, on comprend bien qu'effectivement, vous êtes un peu moins, j'ai envie de dire, dans l'exécution, mais tellement plus dans l'analyse, dans l'anticipation, la sécurisation. Du coup, quels sont les savoir-faire, les savoir-être les plus recherchés aujourd'hui et lesquels font vraiment en fait la différence sur le terrain? Alors, dans un premier temps, il y a les compétences technologiques. De plus en plus, il faut savoir avoir envie de travailler dans des outils de plus en plus modernes et comprendre les fonctionnements. C'est vrai que les outils évoluent de plus en plus. Il y a, donc, comme on le disait avant, On est bien l'automatisation. d'accord, pardonnez-moi Clément, Ouais. on est bien d'accord que les gestionnaires de paie ne sont pas des programmeurs pour autant. Non, on ne leur demande pas d'être programmeur, mais de savoir naviguer dans des outils de plus en plus modernes qui embarquent maintenant aussi de l'intelligence artificielle, parce qu'on commence à y arriver, notamment sur les sujets de contrôle de paye. Et donc, il faut accompagner les gestionnaires sur cette transition, puisque de toute façon, on ne peut pas y couper. Tous les outils évoluent, il faut savoir donc évoluer avec. Il y a aussi des compétences d'analyse de la donnée, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il faut la communiquer. Il y a de plus en plus d'attentes là-dessus. Et des compétences aussi de communication auprès des collaborateurs et aussi d'échange avec les différentes parties prenantes de l'entreprise et des compétences aussi d'adaptation et de gestion du changement puisque je le constate bien quand on fait des audits dans les entreprises, on a quand même beaucoup de gestionnaires qui sont réticents à des changements d'outils. Ça fait 20-30 ans qu'ils travaillent dans la même solution. Ils ont pris aussi plaisir peut-être à paramétrer leurs règles sur des modes on-premise et ils ont l'impression qu'on leur enlève de la compétence lorsque ils vont plus avoir à gérer leur réglementaire, les évolutions, faire leur paramétrage, puisque tout ça est maintenu par les éditeurs. Si vous preniez l'exemple, le dit, de regarder sous le capot, on est passé de la voiture moteur explosion à la voiture électrique. Tout à fait, mais ça n'empêche effectivement parce que là, sous le qu'il faut capot, il y a derrière. pas grand-chose. Ou hybride. C'est-à-dire Ou hybride. que voilà, je pense qu'il faut garder la technicité quand même. Parfait, merci. Julia. Alors, pour les compétences, Clément il a déjà raconté plein de choses, mais il reste forcément les compétences techniques. Et ça, il ne faut pas les oublier. Les compétences techniques et réglementaires, ils sont très très lourdes. Donc, Boss, Oriane s'y présente, qui nous explique le droit social. Et il y a toutes les conventions collectives. La France, elle compte, je ne sais plus combien de conventions collectives. Énorme. On a également forcément le droit de travail, qui est autre pendant de notre métier. Tout ça avec, bien entendu, avec les compétences techniques sur la DSN. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas recruter un gestionnaire de paye qui ne sait pas faire une DSN. C'est juste impossible. C'est compliqué de faire une DSN? Alors, DSN, ça veut dire je génère, je dépose ou je génère, analyse? Je savais que ma question était inutile, que j'aurais jamais une réponse directe. Excusez-moi, Julia. Continuez, je vous en prie. C'est rapide. D'accord, très bien. C'est pour moi, si je veux me recycler. Donc, et enfin, oui, effectivement, il y a adaptabilité. Pour moi, c'est un savoir plutôt être. Il faut être absolument adaptable et ne pas avoir les nouvelles technologies qui arrivent, réticence qu'on peut avoir derrière. Il faut être adaptable à toutes nos lois qui nous sont, qui arrivent de la part de nos politiques, qui ont l'effet rétroactif. Hein? Là, on est en avril, pourquoi on va récalculer les payes depuis janvier. Hein? Sinon, c'est pas marrant, bien entendu. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, Yulia, pardonnez-moi, c'est que lorsqu'on préparait là aussi cette table ronde, vous avez dit, mais c'est tellement valorisant.
Mais ça devient valorisant. Le métier n'était pas reconnu parce qu'à la base, le métier, c'était quoi? C'était la saisie des variables. Donc, les gens qui se retrouvaient dans la paye, c'était qui? Moi, j'ai travaillé dans une grosse entreprise, je ne vais pas vous dire qui, donc toutes les personnes qui ne pouvaient plus effectuer leurs tâches d'origine parce qu'ils étaient inaptes aux produits chimiques ou autres, ils se retrouvaient dans la paye. Donc, On donne le nom ou pas? Non, non, non. Ok. dans la paye, on retrouvait aussi forcément les anciens comptables qui... Alors, qu'est-ce qu'il y a de valorisant, Yulia? Parce que, Et donc- excusez-moi, parce que là, valorisant, c'est Comment- déjà on commence à nous considérer. Il y a ne serait-ce que jour de paye. Avant, il n'y avait c'est bon, aucune ça. présentation pour nous. Il y a les romans qui sont écrits par Boss à notre destination. C'est quand même valorisant. Oriane, quand vous allez venir sur scène, ça va être un standing ovation, hein. Alors là, Stéphane a parlé de vous, Yulia ne parle que de vous. Enfin, c'est un truc de dingue. Exactement. Mais notre entreprise, il nous oublie pas non plus. La base de connaissances. C'est vrai. Et rien que pour nous. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses, en tout cas. Yulia, sur la valorisation de ce métier, pardonnez-moi. Élodie? Alors moi, j'en rajouterais quand même une, c'est de la dimension relation client, qui est pour moi fondamentale, surtout depuis ces dernières années. Alors nous sommes propriétaires, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'un titre de gestionnaire de paye que l'on déploie. Je ne vais pas vous raconter l'arrière-cuisine, mais en tout cas, en général, tous les 3 à 5 ans, il faut renouveler des titres. C'est comme ça que ça fonctionne en France, hein. Pour les diplômes. Mais ça veut dire que pendant 3 à 5 ans, potentiellement, on ne peut pas beaucoup faire évoluer à l'intérieur les compétences. En revanche, quand on est propriétaire de son titre, bien sûr, on a la base obligatoire. Bien sûr. Et on peut rajouter des modules. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, les modules autour de la relation client, de l'accompagnement au changement, sont des modules pour nous fondamentaux, parce que c'est vraiment un nouveau visage aussi du gestionnaire de paye qui a besoin de travailler aussi bien avec les parties prenantes internes, ça a été évoqué dans les autres tables rondes, mais également avec le client final qui est le salarié. Voilà. Et ça pour nous, c'est un point enfin voilà, c'est indispensable. Non-negotiable. Voilà, exactement. D'accord. Ces évolutions technologiques, justement, on parlait un petit peu de l'IA, l'automatisation, sont-elles in fine des opportunités? Et puis comment accompagner finalement les équipes dans ces transitions? Yulia? Oui. Alors, effectivement, ça peut paraître une opportunité. Et la jeune génération, je vois bien, qui arrive sur le marché de travail, même si peut-être ils ne maîtrisent pas aussi bien que les anciens la paye, parce qu'il suffit au logiciel, mais ils sont contents. Ils se retrouvent dans les assistants, les chats GPT, les outils informatiques. Mais l'ancienne génération, qui était formée à l'ancienne école, ils se sont angoissés et dépossédés. Donc, moi, je pense que il faut effectivement créer des formations, non seulement les formations initiales pour former les gestionnaires de paie, mais aussi les formations de mise à niveau et accompagnement des anciens gestionnaires de paie. Parce que quand on est un peu largué au niveau des outils informatiques, dans mon expérience, j'avais un gestionnaire de paie, j'ai une anecdote, c'est rapide, hein, Frédéric, c'est rapide. Yulia, tu as vu le timing là? C'est tout, je dis ça. Elle avait tellement peur qu'elle ne connaissait tellement pas les outils qu'un jour, elle m'a appelée pour demander comment elle doit allumer son PC. On était jusqu'à là, hein. Donc, moi, je pense que cette ancienne génération, elle peut apporter tellement de choses avec connaissance de la paye, tout court, et connaissance d'évolution de la paye, mais il faut les accompagner dans le nouveau, dans le futur. Merci. Clément? Oui, effectivement. Enfin, quand on intervient aussi chez des clients qui changent d'outil de paye, on fait face à beaucoup de freins des personnes qui sont en place. Parce que elles ont peur d'être dépossédées ou elles n'ont vraiment pas envie de monter en compétence sur un nouvel outil qui est complètement différent, il faut le dire, hein, quand on passe d'un outil qui est d'il y a 20 ans aux outils de maintenant, comme CJ d'Hatcher Ultimate par exemple, c'est quand même beaucoup plus moderne et on ne se retrouve pas du tout dans ces automatismes et les habitudes que l'on avait avant. Donc c'est vrai que souvent on fait face aussi à des départs, hein, chez le client parce qu'ils ne veulent vraiment pas passer sur ce nouvel outil et vont aller chercher un poste dans une entreprise sur lequel ils vont retrouver leur ancien système. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de les
valoriser en fait ce changement, les accompagner dans cette montée en compétences, dans les freins qui sont les leurs aussi, et vraiment pas leur imposer, mais plutôt les accompagner dans cette transition. Et c'est vrai que des bilans de compétences aussi et des liens avec des organismes de formation pour justement faciliter cette transition sont très importants à mettre en place. On va y venir évidemment avec les formations à la question juste après, et particulièrement avec vous, Élodie. Mais sur cette question des opportunités, automatisation, technologie, IA, comment accompagner les équipes, qu'est-ce que vous nous diriez, Élodie? Je dirais que, en fait, c'est vrai que au-delà de former des nouveaux gestionnaires de paye, on l'a dit, c'est un métier en tension. Il faut aussi penser à faire évoluer ceux qui sont en poste. Je pense que c'est des personnes qui ont acquis une vraie technicité. Il faut qu'ils en fassent un atout, donc à les intégrer en effet lorsqu'il y a des changements dans le management de projet, parce qu'ils ont des choses à apporter. Et c'est toujours plus facile quand on participe à un projet finalement de le valider et de le porter jusqu'au bout pour éviter cette déperdition que vous évoquiez. Ça me semble indispensable, et c'est toute la chaîne managériale qu'il faut accompagner aussi sur ce changement-là. Il ne faut pas imposer, mais il faut accompagner et insister sur surtout le gain, parce que, comme vous le disiez, les personnes voient surtout ce qu'elles vont perdre. Or, elles ont beaucoup à gagner dans ces systèmes automatisés parce qu'elles vont pouvoir se libérer de tâches à faible valeur ajoutée et pouvoir plutôt se concentrer sur ce qui apporte de la valeur à l'entreprise, à leur métier, à leur reconnaissance. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut insister. Oui, si je peux juste compléter, c'est un vrai défi intergénérationnel que l'on a entre les jeunes qui sortent d'école, qui sont friands d'outils très modernes, ergonomiques, avec beaucoup d'automatisme et de choses embarquées, et des personnes qui veulent garder la main vraiment sur leur paramétrage, sur la gestion de leur paye, qui font encore du contrôle de paye à la main avec le stabilo, et changer justement tous ces processus, c'est complexe. Alors, comment justement faire monter en compétences les gestionnaires de paye? Quels sont les dispositifs ou les formations qui sont les plus efficaces selon vous, Élodie? Alors, pour tout ce qui va être monté en compétences, moi je pense qu'il faut en premier lieu bien faire un positionnement amont de là où en sont chaque gestionnaire de paye, chaque collaborateur en lien avec la paye, pour éviter des formations fleuves qui durent des heures, mais vraiment être focus sur l'évolution du métier, sur les nouvelles compétences à acquérir, et ainsi individualiser, j'ai envie de dire, le parcours de développement du collaborateur. Les entreprises ont vraiment de moins en moins de temps à investir en fait en formation parce que il y a de l'opérationnalité indispensable, et donc vous ne pouvez pas sortir les gens pendant plusieurs semaines. Mais par contre, avec un bon positionnement amont, vous êtes tout à fait à même de pouvoir leur donner que quelques jours de formation qui sont vraiment précis et spécifiques à leurs besoins. Donc ça veut dire que de votre côté aussi, vous avez préparé des formations spécifiques et pas simplement que du global? En fait, tout ce qui va être formation, même lorsqu'on part d'un diplôme, c'est séquençable en plusieurs modules, en plusieurs. Vous pouvez extraire d'un diplôme long de 300 heures que 2-3 jours de formation. C'est pas un problème. En revanche, il faut vraiment que ce soit ciblé sur le besoin. Ça, c'est indispensable. Et c'est vrai que les demandes que l'on a des entreprises qui nous font confiance, c'est vraiment ça maintenant. C'est de se dire, je fais un point avec un positionnement assez poussé, et à partir de là, j'adapte complètement les modules nécessaires à mes équipes. Parfait, merci. Julia, quel regard vous portez sur ça? Alors, moi, je pense qu'il y a une compétence qu'il faut absolument développer, c'est la compétence digitale. Au-delà de nos outils, forcément, qui deviennent de plus en plus puissants, il faut que le gestionnaire de paye puisse maîtriser ne serait-ce qu'un Excel, compétence de base, avec forcément les formules un peu avancées, voire Power Query, voire VBA derrière, pour pouvoir justement faire nos analyses et contrôles en masse. Le stabilo sur le bulletin de paye un par un en imprimant 200, ce n'est plus possible. Ça n'existe plus, ça ne doit plus exister. Donc, métier change, on doit avoir d'autres compétences. Chez nous, chez M. Vincent, je voulais juste partager rapidement notre expérience. On ne passe pas pour l'instant, on passe aussi par l'organisme de formation, mais on fait aussi beaucoup de choses en interne. On a créé les rendez-vous ateliers hebdomadaires à destination de gestionnaires de paye. C'est beaucoup de préparation, mais ça vaut le coup. Donc, on aborde tous les sujets. On aborde forcément l'utilisation de Cegid, optimisation d'utilisation de Cegid, parce qu'on est sur HR Payroll, anciennement HRU. On a également
Octime, donc forcément, on travaille sur ce côté-là aussi, mais on fait aussi les ateliers thématiques sur tous les sujets. Ça veut dire les maladies, comment on gère la maladie, comment on calcule les cotisations de sécurité sociale. Même si on sait, c'est toujours bien d'avoir un petit piqûre de rappel. On a fait 5 ateliers sur la DSN et sur les contrôles, aussi bien CRM, toutes les anomalies. On fait aussi des petits ateliers, mais ça c'est vraiment un petit groupe pour leur expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser Excel à la place de Stabilo. Donc, parce que c'est pas du tout la même chose et on peut avoir les données, j'intègre un fichier Doctime dans Cegid, comment je peux vérifier que toutes les données sont bien intégrées? Forcément, je peux vérifier deux Excel et pas imprimer 400 bulletins et les stabiloter avec un stabilo rouge et violet. Donc ça c'est... D'ailleurs, ces ateliers-là, ils nous ont permis de fiabiliser notre DSN. Il nous reste, bien entendu, les anomalies, on n'est pas parfait, mais il nous reste à peu près, on a divisé à peu près en 2 le nombre des anomalies sur nos DSN. Parfait, merci beaucoup. Clément. Donc je pense effectivement pour compléter tout ça que les formations, qu'elles soient externes ou internes également aussi, puisque c'est aussi à l'éditeur, notamment dans le cas de l'évolution de son système d'information ou dans le cas d'un changement d'outil, d'adapter ces formations aux personnes qu'il a en face et aussi au contexte de l'entreprise. Puisque que l'on soit dans le milieu hospitalier ou sur une CCN Syntex, c'est quand même bien différent. Il faut quand même aussi pouvoir adapter son programme par rapport à tout ça. Et je ferai aussi le lien avec justement la montée en compétences et les passerelles qu'offre aussi le métier de la paye vers d'autres métiers aussi, qui peuvent être des métiers un peu plus du futur, type data analyst, qu'on retrouve de plus en plus sur le marché, mais également comptable, contrôleur de gestion, etc. Il ne faut pas se dire que si on est gestionnaire paye, on va faire ça toute sa vie, mais bien au contraire, on peut évoluer sur plein d'autres aspects au sein de l'entreprise. C'est très clair, merci beaucoup. Nous arrivons déjà à la conclusion de cette table ronde. En 20 secondes, si vous deviez donner un conseil à un ou une jeune qui souhaite se lancer dans la paye aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? De ne jamais avoir peur, d'être curieux, adaptable, réactif, parce que notre métier, c'est pour moi le meilleur métier du monde. Et donc, mais ce métier-là ne pardonne pas d'être immobile. Donc, il faut bouger, il ne faut pas avoir peur, il faut aller toujours de l'avant. Merci beaucoup, Julia. Clément. Je dirais que si on aime les défis et qu'on a de l'appétence pour les chiffres, l'évolution technologique, le challenge, c'est un métier qui est, je pense, vraiment passionnant et qui ouvre beaucoup de portes derrière. Donc voilà, je dirais aux jeunes de foncer, il ne faut pas avoir peur, puisque généralement, quand j'en parle dans mon entourage, quand je dis que je travaille autour de la paye, on dit « oh là, mon pauvre ». Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de complexité. Au final, quand on se penche un peu sur le sujet, il y a quand même, voilà, ça demande de la rigueur et de l'analyse, mais derrière, il y a quand même de belles choses et on est de plus en plus quand même accompagné aussi au niveau réglementaire pour quand même simplifier les choses. Donc heureusement, puisqu'on est passé par de la complexité quand même à un moment. Ceux qui ont dit en tout cas mon pauvre, c'est les mêmes qui t'appellent pour te dire j'arrive pas à remplir ma feuille de... Oui, c'est vrai que je lis beaucoup de bulletins de paye aussi pour mes amis. Ça marche, merci Clément. Élodie? Clément a raison, pendant des années, la fonction paye au sein des RH avait été assez décriée parce que c'était le côté pas fun de la fonction RH. Quand je vois les évolutions récentes avec tout ce qui touche au SIRH, au digital, à la capacité à accompagner, à se poser les bonnes questions par rapport aux analyses, je pense que c'est un vrai métier qui a, comme on l'a mis dans le titre de cet atelier, qui est en mutation. Moi, je dirais à un jeune, déjà, il vaut mieux avoir un diplôme quand même parce qu'on reste en France. Donc en France, sans diplôme, malheureusement, c'est compliqué. En revanche, on se rend bien compte que dans tous les métiers des ressources humaines, puisque nous, on forme sur différents niveaux, la dimension paye reste quand même un bloc de compétences indispensables à tous les niveaux, qu'on soit généraliste de la fonction en tant que chargé des ressources humaines ou responsable RH. Il faut savoir aussi accompagner les équipes. Donc il y a vraiment un bloc là-dessus avec le SIRH. Et quand on est DRH, savoir expliquer ce qui va se passer à son CSE sur des éléments de paye,
voilà, il faut un petit peu être crédible pour éviter toute tension. Donc oui, la paye, c'est maintenant un enjeu stratégique au sein des fonctions des ressources humaines. Parfait, merci beaucoup. On va clôturer cette table ronde avec juste une seule question parce qu'on est... Non, pas vous forcément, mais l'ensemble. Mais c'est tellement intéressant, c'est compliqué de dire stop. Voilà, mais en tout cas là, on a complètement pété les scores au niveau du timing. Une seule question, une seule. Désolé, hein, parce que là, en régie, ils me font des grands signes. Une seule. Non, très bien, parfait. Zut, j'ai failli. Allez-y. On peut apporter le micro, s'il vous plaît. Vas-y, on a tout notre temps. Refaites le tour par là, si vous voulez. C'est là. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, merci. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Sokiena, chef de projet au sein de la société Aderis. Donc la question est plutôt pour Clément. J'aimerais savoir comment vous faites, comment vous accompagnez vos clients lors d'une intégration pour les faire monter en compétences dans l'utilisation du logiciel ou dans la programmation ou le paramétrage. Parfait, merci. Merci. Vous avez exactement 33 secondes. 33 secondes. ok. 32 maintenant. Sur l'accompagnement, alors juste pour clarifier, on ne fait pas de nous de paramétrage, on n'est pas intégrateur, donc on accompagne vraiment sur la partie AMOA. Et donc sur l'accompagnement de la montée en compétences, sur un changement d'outil, on va commencer surtout par un bilan de compétences aussi et un audit de chacun des personnes qui vont être impactées par le changement d'outil pour comprendre un peu leurs freins et leurs attentes. Et après, travailler avec notamment l'éditeur sur un programme de formation adapté. Et on va quand même cibler aussi les personnes qui sont les plus réticentes au changement. Bon, pour s'assurer, le but, c'est pas qu'elles partent non plus, mais plutôt de les accompagner dans cette transition et s'assurer qu'elles s'y retrouvent derrière dans le futur outil et qu'il n'y a pas, qu'elles ne soient pas délaissées non plus, puisque c'est quand même leur métier. Et quitter une entreprise après 20 ans pour un changement d'outil, c'est quand même dommage. Parfait. Merci infiniment. On peut vous applaudir. Élodie, Clément, Yulia, merci beaucoup.